Chaque fois que nous sommes dans la même pièce, comme lors d'une réunion de l'OSCE, dès que les Russes vont parler, les Européens et les Américains se lèvent et sortent. C'est tellement puéril. Mais c'est ce que vous voyez lorsque la capacité de créer un environnement idéal, un idéal universel qui peut essentiellement sauver l'humanité et transcender les conflits, est liée à notre hégémonie. Ces idéaux de paix qui sont de bonnes valeurs, et Terry Houghton de Speyêtre pour s'en prendre à d'autres pays. C'est ce que nous faisons. Nous créons aussi de nouvelles guerres. Nous nous ingérons dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous promouvons la démocratie. Nous envahissons des gouvernements. Nous menons des interventions humanitaires. Nous renversons des gouvernements. Nous soutenons des révolutions démocratiques. Donc c'est aussi orwellien que possible. Nous inventons simplement de nouveaux mots et les remplissons de contenus ridicules. Et personne ne peut le critiquer. Parce que qui est contre une révolution démocratique? Qui est contre l'humanitarisme? Donc c'est du slogan, ce n'est pas un débat et ce n'est pas une politique étrangère. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le docteur Glenn Deason, professeur à l'Université du Sud de la Norvège et rédacteur en chef adjoint de la revue Russia in Global Affairs. Ses recherches portent sur la politique étrangère russe et l'économie politique. D'habitude, nous parlons beaucoup des nombreux livres qu'il a écrits, mais aujourd'hui, je suis heureux de partager que Glenn a également sa propre chaîne YouTube, qui est en pleine croissance. Si vous appréciez les analyses de Glenn, veuillez vous abonner à sa chaîne sous son nom. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur ce qui se passe en Europe, en Russie et dans les affaires mondiales. Glenn, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau. So, Glenn, thank you very much for joining me again. Yeah, so the world Ouais, donc le monde a été assez fou ces 2 dernières semaines, je dirais. Il y avait toute cette discussion française sur des troupes au sol en Ukraine. À mon avis, il y avait un réel danger d'escalade et de débordement de ce conflit. Les Russes ont même effectué un exercice nucléaire et menacé ouvertement que si des troupes étaient déployées, ils pourraient attaquer des soldats, même en Roumanie. Ils ont mentionné la possibilité de frappes nucléaires et d'attaques contre des installations de l'OTAN sur le territoire de l'OTAN. Maintenant, il semble que l'OTAN dise qu'il n'y aura pas de troupes au sol. Sommes-nous au point de désescalade maintenant? Are we at the point of de-escalation now? Possiblement. Encore une fois, il n'est pas clair quelles sont les motivations des Français. Une partie de la rhétorique est que nous ne devrions rien exclure. Si nous nous limitons, cela nous rend très prévisibles, ce qui peut être à l'avantage de la Russie. Cela ressemblait initialement un peu à la stratégie du fou de Nixon. Il a suggéré qu'il était bon que nos adversaires nous trouvent imprévisibles, car ils seraient alors moins susceptibles de nous tester. Cela pourrait être ce que Macron essayait de faire, une astuce géopolitique astucieuse. Cependant, il faut aussi souligner que Macron menace maintenant effectivement d'entrer en guerre directe contre la Russie. Et cela se passe en même temps qu'en Grande-Bretagne, où David Cameron soutient qu'ils fourniront des missiles longue portée si l'Ukraine veut frapper à l'intérieur du territoire russe. Il dit « Allez-y, c'est votre prérogative, nous n'allons pas vous dire quoi faire ». Du côté américain, nous avons entendu Blinken dire quelque chose de similaire. Dans le passé, la condition était que les armes ne devaient pas frapper à l'intérieur du territoire russe. Mais maintenant, ils donnent des armes longue portée et la façon dont l'Ukraine les utilise leur appartient. Cela a été la principale escalade. La ligne entre la guerre par procuration et la guerre directe se rétrécit de plus en plus.
Évidemment, la Russie a réagi de manière assez négative car ils doivent maintenir leur ligne rouge à un moment donné. Où tout cela va-t-il se terminer? Un jour, les pilotes de l'OTAN pourraient piloter des avions de l'OTAN depuis le territoire de l'OTAN, bombardant des villes russes, et la Russie sera toujours dissuadée de répondre. Rappelez-vous, Biden lui-même a dit que l'envoi de F-16 pourrait être le début de la Troisième Guerre mondiale et que nous ne le ferions jamais. Mais maintenant, nous le faisons. À un moment donné, la Russie se sentira très obligée de riposter pour rétablir la dissuasion. Il pourrait commencer à frapper le territoire de l'OTAN ou des cibles britanniques en dehors de l'Ukraine. En même temps, ils brandissent cette menace d'armes nucléaires tactiques, envoyant un signal clair que c'est là qu'ils ont tracé leur ligne et où ils se battront. Il semble que le tournant ait fonctionné car maintenant, bien sûr, Macron a commencé à revenir sur certaines des choses qu'il avait dites. Espérons que cela soit un signe de désescalade. Mais je suppose que c'est là où nous en sommes. Nous n'avons jamais mené une guerre par procuration comme celle-ci auparavant, où les limites de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas continuent de changer. Nous avons cette compréhension que la Russie ne peut pas frapper les troupes de l'OTAN en dehors de l'Ukraine, mais elles peuvent les frapper en Ukraine. Il en va de même pour l'OTAN. Ils peuvent fournir des armes et des renseignements pour frapper la Russie en Ukraine. Ces règles commencent à bouger, et maintenant elles sont remises en question alors que l'OTAN escalade. C'est un jeu très dangereux auquel nous jouons. En l'absence de règles claires, nous les inventons au fur et à mesure, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Vous savez, c'est ce que von Clausewitz a dit, la guerre vous pousse aux extrêmes. Elle vous pousse constamment à surpasser l'autre, créant une spirale d'escalade. Il ne s'agit pas seulement de cette guerre. Nous avons vu une guerre de l'ombre se dérouler depuis au moins 15 ans, avec des débats sur l'expansion, la neutralité et le statut de l'Ukraine. Cette spirale d'escalade continue maintenant, et je n'arrive pas à m'en remettre. Je pense que vous êtes la bonne personne à qui en parler. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que nous sommes maintenant sur la voie directe vers une 5e guerre générale en Europe en 400 ans. To a fifth general war in 400 years. Your book, you're the one who points out that Votre livre souligne que le système westphalien de 1648 est toujours le système dans lequel nous vivons. C'est la seule chose qui n'a pas changé. Mais avant 1648, la guerre de 30 ans a été une énorme catastrophe pour l'Europe. Depuis lors, nous continuons à répéter ce schéma à intervalles réguliers. Sommes-nous de nouveau dans cette spirale, ou est-ce purement politique? Je vois aussi un problème dans les médias européens, où il semble y avoir un sentiment d'euphorie de guerre, comme si la guerre était inévitable. C'est une question de quand, pas de si. Est-ce toujours le cas en ce moment? Comment percevez-vous la réponse sociale en Europe à la situation actuelle, où l'Ukraine perd manifestement? Non, je pense que le sentiment que la guerre est inévitable est très problématique, et c'est ainsi que l'État semble agir également. Les Européens suggèrent que nous serons en guerre avec la Russie à l'avenir, donc il vaut mieux se battre en Ukraine maintenant. Ils croient que c'est mieux parce qu'ils peuvent se battre avec les Ukrainiens et garder une certaine distance. En Russie, vous voyez une perspective similaire. Ils considèrent la présence de l'OTAN en Ukraine comme un proxy et une dague pointée vers le cœur de la Russie, posant une menace existentielle. Alors, que vont-ils faire? Ils pensent aussi qu'il vaut mieux se battre maintenant, parce que si l'OTAN s'implante en Ukraine, cela pourrait complètement couper les Russes de la mer Noire. Ils auraient un énorme avantage stratégique. Donc, oui, ça pourrait être la fin de la Russie. Il vaut mieux se battre maintenant car la situation est plus favorable que de se battre plus tard. C'est aussi très dangereux.
J'utilise souvent l'exemple des tactiques de champ de bataille. Lorsque vous encerclez un adversaire dans une zone fortement retranchée, vous laissez généralement une ouverture pour que les troupes puissent se retirer, évitant ainsi un combat prolongé pour ce territoire. D'autres fois, vous fermez complètement la zone pour anéantir ou capturer l'ennemi. Politiquement, c'est ce que nous faisons avec l'OTAN entourant la Russie et notre politique en Ukraine. Nous disons essentiellement qu'il n'y a pas d'issue. Nous avons fermé toutes les voies diplomatiques et disons que la seule issue est que la Russie capitule. Cela signifie un retrait complet, y compris l'abandon de la Crimée, qui se retrouverait alors entre les mains de l'OTAN. Cela constitue encore une fois une menace existentielle pour la Russie. Ils ne peuvent jamais accepter cela. Donc nous avons effectivement dit aux Russes que c'est tout. Maintenant, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Et la Russie ne peut pas capituler. De leur point de vue, c'est soit la victoire, soit la mort. Nous nous sommes mis dans une position stratégique très horrible. Cette situation me rappelle souvent la guerre de 30 ans qui s'est terminée en 1648. Le principal problème à l'époque était que tout le monde se massacrait dans une guerre totale parce qu'ils croyaient que la paix ne pouvait être établie que lorsqu'une force dominante restait. En d'autres termes, la paix doit dépendre d'un hégémon. Mais les alliances changeaient constamment, donc aucune puissance n'a pu établir une domination. En fin de compte, après avoir brûlé notre continent dans la pire guerre que nous ayons connue, nous avons tous décidé de trouver une solution diplomatique. Maintenant, nous semblons nous diriger à nouveau dans cette direction, mais les armes sont beaucoup plus terrifiantes. Nous avons généralement ces grands accords politiques pour nous adapter à une nouvelle réalité politique. Ils émergent après les grandes guerres. Mais c'est la première fois que nous devons vraiment atteindre la diplomatie avant la guerre, car il est très probable que nous ne survivrons pas à la prochaine. C'est une période dangereuse. Et comme vous l'avez mentionné, la propagande est très féroce, ce qui crée un enthousiasme pour la guerre. Et de cet sens que la propagande s'appuiera part entière dans ce conflit. C'est tout à fait le cas. C'est quelque chose qui aide à façonner toute cette situation. Mais c'est pourquoi je ne vois pas cela comme simplement les néocons avides essayant de mener une guerre par procuration à cause du complexe militaro-industriel, ou simplement la Russie essayant d'établir des frontières. Nous sommes dans une conflagration sociale où des dizaines de facteurs créent un scénario de guerre. Nous construisons la guerre socialement autour de nous. Cela inclut la mentalité. Car en fin de compte, pour mener une grande guerre, il faut des millions de personnes prêtes à prendre les armes. Et nous savons qu'en Ukraine, nous avons déjà cela. Mais nous travaillons encore à créer les conditions sociales, tous ensemble, pour rendre cela possible. Une chose qui entre en jeu, et pourquoi 1748 est si important, c'est que la guerre de 30 ans était très idéologique. Il s'agissait de savoir qui allait établir les règles, l'Église ou l'État. En fin de compte, l'État a gagné et l'Église a perdu tout pouvoir. Cette idéologie a finalement disparu au bout de 300 ans et le pouvoir de l'État a pris le dessus. Actuellement, nous avons 3 grandes puissances mondiales, la Russie, la Chine et les États-Unis. 2 d'entre elles, la Russie et la Chine, sont clairement dans le camp réaliste. Elles perçoivent le monde en termes réalistes, y compris la perception des menaces, etc. Mais nous avons les États-Unis et les satellites européens qui sont, à mon avis, pris dans une frénésie post-religieuse de percevoir tout en termes de bien et de mal. Ils voient le monde en termes chrétiens. Bonne démocratie contre mauvaise autocratie. Il n'y a pas de négociation avec le diable. Le diable doit être vaincu. Êtes-vous d'accord avec cela? Comment voyez-vous cela? Y a-t-il une composante idéologique qui joue dans la conflagration actuelle?
Eh bien, l'idéologie est importante parce qu'un ordre mondial ou un système international repose sur deux composantes. L'une est la distribution internationale du pouvoir. Avez-vous un hégémon? Avez-vous de nombreux centres de pouvoir qui se contrebalancent? C'est une composante clé, mais elle se reflète aussi dans les valeurs. Un hégémon nécessite des valeurs universelles pour légitimer sa domination sur les autres. Vous avez mentionné l'Église. L'Église catholique a représenté essentiellement tous les chrétiens à travers l'Europe. Donc, vous avez la concentration du pouvoir plus des valeurs universelles pour légitimer la manière dont vous vous imposez aux autres. Il n'y a qu'un seul véritable souverain. C'est quelque chose qui devait probablement être résolu, parce qu'une fois que nous avons réalisé qu'il ne pouvait pas y avoir un hégémon avec de nombreux centres de pouvoir, nous devions également compléter cela avec l'idée que l'Église catholique ne règne pas sur les autres. Vous reconnaissez la spécificité de chaque pays. Une fois que vous reconnaissez la spécificité civilisationnelle et culturelle, que nous avons tous nos propres chemins différents vers le développement, cela sape la revendication universelle de représenter d'autres peuples. De nombreux universalistes opèrent souvent sous la bannière de l'internationalisme idéaliste. Pendant la Révolution française, ils prétendaient avoir des valeurs universelles et visaient à les imposer à tout le monde, diminuant ainsi la souveraineté. Les bolcheviks ont fait de même, affirmant qu'ils avaient des valeurs universelles de liberté humaine. Maintenant, nous allons le répandre au reste du monde et apporter la liberté aux autres. C'est ce que nous avons fait au cours des 30 dernières années. Nous disons que nous avons des valeurs démocratiques libérales qui sont universelles. Nous suivons tous le même chemin vers le développement et nous vous aiderons en cours de route. Cela a la même fonction que l'Église catholique au XVIIe siècle. Cela légitime le concept d'un seul véritable souverain, qui est l'Occident politique. Nous avons déjà la démocratie libérale, mais les autres ne l'ont pas. Donc nous sommes les civilisés et ils sont les barbares, et nous allons les aider. Et avec cela, comme vous l'avez mentionné, le récit du bien contre le mal est là où la propagande intervient. Nous ne discutons plus des questions clés. Nous avons juste ces concepts. Tous nos concepts, comme la liberté et la démocratie, sont excellents, mais ce sont des coquilles vides. Nous les remplissons avec ce que nous voulons. Comme nous l'avons vu en Ukraine, ce que nous y mettons est souvent des absurdités et des contradictions. Mais cela nous aide parce que, dans la propagande, vous voulez communiquer avec des slogans et des phrases qui reflètent la lutte entre le bien et le mal. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous faisons cela depuis les années 90. C'est assez alarmant. Ce qui est intéressant, c'est que tout le dogme pseudo-religieux s'effondre sous nos yeux. C'est tellement flagrant qu'il est surprenant qu'il y ait encore des croyants fervents qui y adhèrent. Surtout quand on commence à comparer tout ce qui s'est passé en Ukraine avec ce qui se passe à Gaza. Apparemment, les gentils, les démocrates, sont ceux qui ont tué 40 000 Palestiniens dans un ghetto de la longueur d'un marathon, 6 km de large ou 10. Toute une population est capturée et des hommes et des femmes meurent. Where an entire population is captured and men and women are dying, and if I say 40,000 people are dying, like half of them are Et si je dis que 40 000 personnes meurent, la moitié d'entre elles sont des enfants de moins de 18 ans. Les personnes qui les tuent sont saluées comme la seule démocratie au Moyen-Orient. Si vous comparez cela à l'Ukraine, où l'on nous a dit que la Russie commet des crimes indicibles contre la population civile, il a fallu environ 2 mois aux Israéliens pour atteindre le même nombre de morts civiles. La guerre Ukraine-Russie dure depuis 2 ans. Et à ce jour, le nombre de morts à Gaza est bien au-dessus de cela. Donc, toute personne pensant normalement doit en conclure soit qu'Israël est extrêmement horrible et abuse horriblement des droits de l'homme
et du droit humanitaire international, soit que les Russes les respectent beaucoup. L'un des deux doit être vrai, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne pour les idéologues, n'est-ce pas? That's not how it works to the ideologues, is it? Non, et c'est ça le problème. Quand on parle de bien contre mal, cela limite la place pour les faits. Par exemple, regardons quand les Russes ont envahi l'Ukraine. Les Américains ont largué plus de bombes sur l'Irak le premier jour que les Russes ne l'ont fait le premier mois. De plus, si vous regardez les victimes civiles en Ukraine, elles sont remarquablement faibles par rapport à presque tous les autres conflits. Ce sont juste des faits, et ils ne peuvent pas être niés. Ils peuvent être prouvés, mais vous ne pouvez pas les dire parce que si vous le faites, vous êtes perçu comme soutenant l'autre camp. Nous sommes engagés dans cette idéologie qui dit qu'ils sont les méchants et que nous sommes les gentils. Donc, même si ce sont des faits prouvés, les reconnaître semble légitimer une invasion par le mal. Et donc, vous ne pouvez pas le dire. C'est pourquoi j'ai mentionné auparavant que nous utilisons ces concepts, cette idéologie, ces grands idéaux vertueux, et nous les vidons de leur substance pour les remplir de n'importe quoi. Nous avons déjà vu cela dans les années 90 lorsque nous avons commencé à intégrer, à avoir cette idée d'intégration européenne. Merveilleux, n'est-ce pas? Tout le monde aime l'intégration européenne. C'est un grand thème, mais nous ne l'explorons pas. L'Europe est un concept contesté. Les Britanniques, par exemple, ont dit « Écoutez, est-ce une bonne idée de transférer des pouvoirs souverains de démocratie élue à une bureaucratie non élue loin à Bruxelles ?» C'est un débat raisonnable à avoir. Mais comment répondons-nous? Non, plus d'Europe, pas moins. L'Europe est bonne, anti-Europe est mauvais. Et vous savez? Peu importe ce que vous ressentez à propos du Brexit, mais cela aurait été une bonne et raisonnable conversation à avoir. Nous avons vu la même chose avec les Russes. Ils ont dit « Nous parlons d'intégration européenne ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous déplaçons les lignes de division vers l'Est. Le plus grand État d'Europe, la Russie, nous devons découpler leurs voisins d'eux. Si vous avez trop d'intégration économique entre l'Allemagne et la Russie, les deux plus grandes économies d'Europe, c'est mauvais pour l'Europe, comme nous l'a dit Brzezinski. Cela sape l'intégration européenne. Donc sûrement, il y a deux côtés à cette discussion, et un débat peut avoir lieu. Mais le point est que nous n'avons pas de débat. Nous avons des slogans. Et je pense que c'est un problème. Et c'est la même chose en Ukraine. Nous disons que l'Ukraine devrait avoir la souveraineté, la liberté et le droit de choisir sa propre politique étrangère. Merveilleux. Tout le monde serait d'accord avec cela. Mais ce sont des concepts très abstraits. Encore une fois, vous pouvez remplir ce récipient avec n'importe quel contenu. Nous avons renversé un gouvernement démocratiquement élu là-bas lors d'un coup d'État inconstitutionnel contre la volonté de la majorité des Ukrainiens. Nous avons appelé cela une révolution démocratique. Nous avons soutenu les attaques contre le Donbass, purgé leur opposition politique et leurs médias, et soutenu l'arrestation du principal leader de l'opposition. Nous avons annulé les élections qu'ils ont eues en Ukraine lorsqu'ils ont voté pour une plateforme de paix, parce que, comme le disent les Américains, cela équivaut simplement à une capitulation face à Moscou. Cela aiderait les Ukrainiens à ne pas avoir à capituler, même si la grande majorité a voté pour une plateforme de paix. Nous avons toujours cette idée d'aider la liberté et la démocratie, mais nous la remplissons de bêtises qui n'ont rien à voir avec cela. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de discussion. Nous parlons juste en slogan. Si vous suggérez que nous aurions dû respecter les élections ukrainiennes et mettre en œuvre la plateforme de paix, vous êtes accusé de soutenir l'impérialisme russe. Donc il n'y a pas de vraie discussion. Non, il n'y en a pas. Mais je pense que nous avons perdu cette capacité.
pas seulement pour dire « Oh, blâmons Ursula Borrell et Scholz ». Je pense que nous avons perdu la capacité même de percevoir et de discuter de ces questions. Parce qu'immédiatement, si vous le faites, les médias ou d'autres factions vous réprimeraient. Chaque acteur du système connaît exactement les limites dans lesquelles il peut opérer. Et cette marge de manœuvre n'est pas assez grande pour permettre une véritable discussion. To actually wiggle into a discussion. So we have a sociological moment. Nous vivons un moment sociologique où la discussion n'est plus possible. J'ai parlé à Balázs Orbán l'autre jour, et cette discussion sera bientôt en ligne. Il est le conseiller de Viktor Orbán, et il dit en fait qu'à l'heure actuelle, son évaluation est que l'Europe est trop faible pour négocier quoi que ce soit avec la Russie. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Il faudrait que les Américains et les Russes s'assoient et concluent un grand accord à ce sujet. Êtes-vous d'accord avec cela? Do you agree to that? Yes, and I don't think Europe can do Oui, much anyway. et je ne pense pas que l'Europe puisse faire grand-chose en termes de négociation. Cela doit être soit entre les Russes et les Ukrainiens. Si les Ukrainiens réalisent qu'ils sont utilisés comme un pion, cela nécessiterait un nouveau gouvernement. Ils sont trop dépendants de l'Amérique maintenant pour pouvoir le faire. Donc ce sont les Américains qui doivent négocier. Mais encore une fois, ce n'est pas leur continent. Ils n'ont pas autant à perdre que lorsque Hillary Clinton a appelé à faire de l'Ukraine un nouvel Afghanistan. Ce n'est pas leur continent qui devient l'Afghanistan. Leurs dirigeants politiques continuent de dire qu'ils se battent avec les Ukrainiens. Political leaders keep saying they're fighting with the Ukrainians, they're hardly losing any of their own troops, and they're getting too weak. Ils perdent à peine de leurs propres troupes et ils affaiblissent la Russie. Donc les Américains n'ont pas les incitations, les Ukrainiens n'ont plus de véritable souveraineté et les Européens sont simplement devenus trop faibles. Mais je suis d'accord. En utilisant ces slogans de propagande, cette narration du bien contre le mal, c'est toujours efficace quand on veut mobiliser pour la guerre. Mais une fois qu'il est temps de faire la paix, c'est très difficile parce que nous nous mettons dans une impasse. Nous qualifions quelque chose de maléfique. Et vous savez, avant, vous avez mentionné la marge de manœuvre, simplifiant tout avec des slogans à Gaza. That was the slogans in Gaza, and we had the same problem there. Like, Et nous avons eu le même problème là-bas. Il y a maintenant de nombreuses manifestations contre les massacres en cours. Peu importe si vous soutenez Israël ou les Palestiniens. Cela mérite certainement un débat approprié, et la dissidence est tout à fait raisonnable si vous protestez contre ce que la CIJ qualifie maintenant de possible génocide. Cependant, que faisons-nous? Avons-nous une discussion sensée sur la politique étrangère et le droit à la désobéissance civile? Non. Nous créons de nouveaux concepts sur lesquels tout le monde est d'accord. Nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre la haine, nous sommes contre l'antisémitisme. Donc, vous avez ces concepts et vous les remplissez de nouveaux contenus. so you have this concept and you fill it with new content. So, well, if you criticize the way what's happening, Si vous critiquez ce qui arrive aux Palestiniens, vous pourriez être qualifié d'antisémite. Vous pourriez être accusé de haïr les Juifs ou de soutenir les terroristes. Nous faisons la même chose avec les Russes. Si vous critiquez le rôle de l'OTAN dans la provocation de la guerre et le sabotage des accords de paix, vous pourriez être qualifié de pro-Poutine. Vous pourriez être accusé de soutenir l'invasion ou de haïr les Ukrainiens. Cette approche ne permet pas le débat. Nous utilisons simplement des slogans basés sur une narration du bien contre le mal, forçant les gens à choisir un camp et à répéter les mêmes phrases. Sinon, ils risquent d'être crucifiés dans les médias. Ce n'est pas une bonne situation. so it's not a good place This to is be. what to me what I call the logic of war. You know, the thing, if you have a war, you need to Pour moi, ce que j'appelle la logique de la guerre implique une série d'étapes qui rendent la guerre possible. Elle joue sur l'esprit des gens et crée des dynamiques de groupe qui nous poussent vers le conflit. Ce que je me demande, c'est si les Russes comprennent cela. J'ai lu un article de Karaganov et Trenin dans Russia and Global Affairs, où ils parlent de secouer les Européens jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Ils veulent qu'ils comprennent que ce n'est pas un jeu et que ces slogans vides
pourrait conduire tout le monde, y compris les Russes, à un holocauste nucléaire. All of us, the Russians included, in a nuclear holocaust. But you can't get out of that. Mais vous ne pouvez pas sortir de cet état d'esprit, à moins qu'il y ait une perception et une conscience d'un danger réel. Je ne suis pas complètement d'accord avec Karaganov, car il semble très belliqueux. Cependant, il est intéressant qu'il perçoive l'Europe comme se mettant en danger de manière significative en ce moment. Quelles sont vos observations sur l'analyse russe de la façon dont les Européens agissent? The Russian analysis of how the Europeans are acting. No, I understand. Well, I understand the argument of. Je comprends l'argument de Karaganov, selon lequel la dissuasion nucléaire, qui a été une source de stabilité et de paix, a été gravement affaiblie. Nous ne craignons plus une guerre nucléaire. Cependant, cela fait également partie de la propagande et de la corruption du langage. Nous ne parlons plus de dissuasion nucléaire. À la place, nous l'appelons chantage nucléaire, et on ne peut jamais céder au chantage. Donc, bien que nous rejetions catégoriquement la dissuasion nucléaire, qui a été le fondement de la paix entre les puissances nucléaires, c'est pourquoi je soutiens que la propagande est assez dangereuse. L'argument de Karaganov est efficace, en ce sens que nous devons abaisser le seuil des armes nucléaires pour communiquer clairement aux Européens et aux Américains que s'ils pensent pouvoir entrer en guerre contre nous sous le prétexte de soutenir l'Ukraine, ça va fonctionner. Et évidemment, je pense que les Américains, ça semble très belliciste. Et je pense que c'est belliciste. Mais je pense que les Américains feraient certainement la même chose. Imaginez si les Russes ou les Chinois renversaient le gouvernement au Mexique pour l'intégrer dans une alliance sino-russe et que l'Amérique intervenait. Ils commenceraient à envoyer des armes à longue distance pour frapper des villes américaines. Les Américains communiqueraient sûrement la dissuasion et chercheraient à élever leur dissuasion nucléaire en abaissant le seuil. Abaisser le seuil signifie créer plus de voies pour légitimer leur utilisation. J'étais à cette réunion annuelle à Sotchi en octobre dernier et Karaganov était également présent. Et puis Poutine a dit à Karaganov qu'il trouvait cela trop déstabilisant. Nous ne pouvons pas abaisser le seuil, a-t-il dit. Poutine comprenait l'argument de Karaganov, mais ne voulait pas emprunter cette voie. Cependant, depuis octobre, beaucoup de choses ont changé. Comme vous l'avez mentionné, nous envoyons maintenant des troupes et fournissons des missiles longue distance. Nous avons utilisé l'idée que nous devrions aider l'Ukraine à se défendre, ce qui est merveilleux. Bien sûr, l'Ukraine a le droit de se défendre, mais ce concept est vidé de son sens. Que faisons-nous? C'est nous qui envoyons les armes et fournissons les renseignements sur où frapper. Nous faisons la planification de la guerre, comme Nuland l'a admis. J'ai parlé à beaucoup de gens qui soulignent qu'avec beaucoup d'armements complexes, vous avez en fait des conseillers militaires de l'OTAN qui appuient même sur la gâchette. Lors de la grande contre-offensive des Ukrainiens cet été, même les chefs militaires ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Les Américains et l'OTAN les poussaient à cette opération désastreuse. Leur argument était que les Américains, comme mentionné dans le Washington Post, devenaient trop réticents aux pertes. Ils avaient trop peur de subir de lourdes pertes. Mais c'est parce que ce ne sont pas nos troupes. Nous combattons aux côtés des Ukrainiens. Bien sûr, nous ne sommes pas réticents aux pertes. Mais le point essentiel est que c'est notre guerre. Et c'est notre guerre depuis 2014. Ce n'est révélé que maintenant. Cela a été mentionné dans un article du New York Times. Ils ont souligné qu'après avoir renversé leur gouvernement, les Américains ont choisi le nouveau gouvernement à installer. Dès le premier jour, le nouveau chef du renseignement en Ukraine, choisi par les Américains, a appelé la CIA et le MI6 pour établir un partenariat trilatéral contre la Russie. Ils ont lancé des campagnes contre la Russie et ont installé des bases de la CIA le long de la frontière avec la Russie.
establishing CIA bases along the border with Russia. And we need to emphasize is this is our war New too. York Times. Nous devons souligner que cela provient du New York Times. Ce n'est pas une théorie du complot d'un journal russe. Le New York Times l'admet, ce qui était très surprenant. C'était surprenant que cela y soit. Mais il semble qu'il y ait une certaine logique aux États-Unis qui dit que cela nous aide si nous montrons à quel point nous soutenons l'Ukraine. C'est insensé que nous prétendions que l'OTAN ne fait qu'aider, alors que nous savons maintenant que l'OTAN dirige une partie importante de ce qui se passe avec le renseignement, le choix des cibles, et probablement le système HIMARS. Il y a des systèmes pour lesquels nous soupçonnons qu'un apport substantiel de personnel réel de l'OTAN est nécessaire pour être opérationnel. Pourtant, la prétention demeure que cela ne fait qu'aider les Ukrainiens, et le grand public le croit ou semble le croire. The general public believes it or seems to believe it. Yeah, but they give you this binary choice. You can either Oui, mais il vous donne ce choix binaire. Vous pouvez soit dire que nous aidons simplement, que l'OTAN ne fait pas partie du conflit et que nous donnons simplement des armes pour que l'Ukraine puisse se défendre, soit vous prenez le parti des Russes. Vous devez choisir l'un de ces camps. Si vous commencez à déballer ce que ce concept d'aide signifie réellement, cela peut impliquer que nous sommes ceux qui ont fait la guerre contre la Russie en utilisant les Ukrainiens. war against Russia using the Ukrainians, then you're on the side of the Russians, and of course you will also then be. Alors, vous êtes du côté des Russes. Et bien sûr, vous êtes également crucifié dans les médias. C'est intéressant parce que cela fonctionne des deux côtés, réduisant psychologiquement ce qui est juste et ce qui est faux. Cela exclut la possibilité que deux choses puissent être vraies en même temps. Il n'est pas possible que la Russie ait des préoccupations de sécurité légitimes et que la Russie ait illégalement envahi l'Ukraine. Si c'est illégal, alors elle n'a pas de préoccupations de sécurité légitime. Si vous soutenez qu'elle a des préoccupations de sécurité légitimes, alors il doit être légal pour elle d'envahir. Then it must be legal for them to invade, and that's something that I also hear on the other side. That Et c'est quelque chose que j'entends aussi de l'autre côté. Ils soutiennent que la Russie a dû initier son opération militaire spéciale parce qu'elle y a été poussée, et que par conséquent c'était légal, pas illégal. La Russie est très habile à créer des arguments juridiques. Par exemple, ils ont reconnu les républiques du Donbass, qui ont ensuite demandé le soutien de la Russie, invoquant la légitime défense collective en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est une manière très convaincante de justifier leurs actions. Cependant, nous perdons la capacité de reconnaître que deux choses contradictoires peuvent être vraies en même temps. Nous devons faire face à la situation que nous avons créée. with the situation that we created. Yeah, but this is the problem of good versus evil. All nuance disappears. Oui, mais c'est ça le problème. Le bien contre le mal. Toute nuance disparaît. Cela a également été un argument tout au long. Par exemple, si vous regardez la Crimée, l'idée que les troupes de l'OTAN et des États-Unis allaient entrer en Crimée et remplacer la flotte russe de la mer Noire est une menace existentielle pour la Russie. Ils ont des préoccupations très raisonnables à ce sujet. Mais aussi, reprendre la Crimée était contraire au droit international. Les deux peuvent être vrais en même temps. Nous n'avons pas toujours besoin de prétendre qu'il s'agit de bien et de mal, de juste et de faux, de noir et de blanc. C'est la même chose avec l'approche générale de l'OTAN. L'idée que vous pouvez étendre le bloc militaire de plus en plus près des frontières russes et renverser les gouvernements s'ils ne rejoignent pas volontairement, et que la Russie n'a aucune préoccupation légitime en matière de sécurité, est erronée. Russia has no legitimate security concerns. I mean, look at the rhetoric we had over the past 30 years. When have you... Regardez la rhétorique que nous avons eue au cours des 30 dernières années. Avez-vous déjà regardé une chaîne de télévision, un segment d'actualité, ou lu un journal où nous discutons réellement des préoccupations de sécurité russes? Si vous voulez la sécurité, vous devez reconnaître les préoccupations de sécurité de votre adversaire. Vous ne pouvez pas faire cela, du moins pas dans ce pays. Car si vous discutez de leurs préoccupations de sécurité légitime,
alors vous êtes perçu comme légitimant la manière dont ils essayent de les maintenir. Mais c'est absurde. Je pense que l'expansion de l'OTAN en Ukraine est une menace légitime pour la Russie, même si je comprends l'idée que c'est une menace existentielle. Cependant, cela ne signifie pas que je soutiens l'invasion de l'Ukraine. Mais encore une fois, cela ne fonctionne pas ici parce que vous devez choisir un camp et tout doit être noir ou blanc. C'est ce que je voulais dire, c'est ridicule. Be black and white. So Yeah. that's what I meant. It's very, very heavily This way, people who propagandized. don't think in black Les personnes qui ne pensent pas en termes de noir et blanc voient les choses différemment. Pour nous, il est relativement clair que le meilleur chemin pour l'Ukraine aurait été la neutralité à l'extérieur et une structure fédérale à l'intérieur. Cela garantirait que les forces internes ne divisent pas l'État. À l'extérieur, l'Ukraine jouerait un rôle important en tant que zone tampon neutre, aidant à désamorcer les tensions sécuritaires. Le dilemme de sécurité se réfère généralement aux armes. Si un État construit plus d'armes, un autre État se sent en insécurité et construit plus d'armes, créant un cycle d'insécurité. Mais c'est en fait la même chose avec les alliances militaires. it's actually the same with military alliances. Adding new members to a military alliance is an escalation. Ajouter de nouveaux membres à une alliance militaire est une escalade, et l'autre camp réagira alors pour compenser le danger accru. Les espaces neutres aident à désamorcer cette partie du dilemme de sécurité. Mais, officiellement, il a été décidé que cela ne se produirait pas. Je me suis longtemps demandé pourquoi la neutralité de l'Ukraine n'était pas devenue la solution évidente. Nous savons maintenant que c'est parce que l'Occident a décidé contre cela. Ils ont préféré pousser, croyant qu'à un moment donné, les Russes céderaient. Même s'ils ne cédaient pas, des sanctions seraient appliquées jusqu'à ce qu'ils le fassent. Le mauvais calcul était que les Russes n'ont pas cédé. Cette approche a activement empêché la neutralité comme mécanisme pour résoudre le conflit. Qu'en pensez-vous? Your thoughts? Oui, je comprends. The it goes back to the idea of a sovereign and free Ukraine. And Eh bien, cela revient à l'idée d'une Ukraine souveraine et libre. Et encore une fois, c'est quelque chose que je soutiendrai. Mais ensuite, il faut se demander, qu'est-ce qui crée une Ukraine souveraine et indépendante? Mon principal argument serait celui qui ne développe pas une dépendance excessive d'un côté. En d'autres termes, mon idéal pour l'Ukraine serait d'être militairement neutre, mais économiquement diversifiée dans ses liens. C'est-à-dire, ne pas être trop dépendante de la Russie. Si elle met tous ses œufs dans le panier russe, elle pourrait être absorbée, du moins de facto. Donc ce n'est pas génial. L'Ukraine devrait commercer un peu avec les Russes, les Américains, les Chinois et les Européens. Si vous diversifiez, alors aucune des grandes puissances ne peut utiliser cette dépendance économique pour s'imposer politiquement et saper votre sécurité et votre indépendance politique. Donc, la diversification économique et la neutralité militaire sont très importantes. Mais ce n'est pas ainsi que l'URL a perçu le concept de souveraineté. Ils ont dit non, non, non. La souveraineté signifie que vous rejoignez l'Occident et vous vous découplez de la Russie. En 2013, à la fin de l'année, des efforts ont été faits pour déstabiliser lourdement l'Ukraine afin de renverser le gouvernement. Les Ukrainiens et les Russes ont proposé un accord trilatéral. L'Ukraine n'aurait pas à choisir, elle pourrait avoir des accords avec la Russie et l'UPML. L'Ukraine pourrait être un pont, pas une ligne de front. Cependant, y compris le président de l'UME a déclaré que cela était inacceptable. Russia said yes. La Russie acceptait cela. L'offre de la Russie est exclusive, mais il faut l'éclater. Exclusive. Eh bien, c'est ça le problème. Ce que nous avons demandé, c'était une sphère d'influence exclusive. Mon point est que c'est le pire pour l'Ukraine, parce que cela en fait une ligne de front contre la Russie. La Russie trouvera alors un moyen de mitiger ou d'éliminer cette menace. C'est pourquoi ils ont lancé l'invasion. Pendant ce temps, l'Ukraine devient excessivement dépendante, surtout maintenant avec cette guerre.
Les Américains choisissent maintenant leurs hauts fonctionnaires. Vous avez même des citoyens américains du département d'État qui prennent des rôles clés, comme le poste de ministre des Finances en Ukraine. Donc ils ont déjà absorbé une grande partie de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine. Économiquement, l'Ukraine est maintenant possédée par les pays de l'OTAN. Ils vont commencer à percevoir des intérêts très bientôt, comme BlackRock l'a annoncé cette semaine. Il est temps de commencer à payer des intérêts sur les prêts que nous vous avons accordés. Donc, économiquement et en termes de sécurité, ils ne penchent que d'un côté. Cela signifie qu'ils seront de plus en plus définis comme un proxy. C'est aussi ma préoccupation pour l'Europe parce que je me considère comme pro-européen. Mais que signifie être pro-européen? Cela signifie éviter une dépendance excessive d'un côté et diversifier. Mais que faisons-nous? Nous nous coupons de l'énergie russe et des technologies chinoises tout en devenant excessivement dépendants des États-Unis. En conséquence, vous verrez notre compétitivité économique s'affaiblir. Vous verrez notre autonomie politique diminuer. En Norvège, après avoir eu une politique de non-base, nous ouvrons maintenant de nombreuses bases américaines. Nous externalisons effectivement notre politique envers la Russie parce que les Américains n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que nous. Ils veulent confronter les Russes dans l'Arctique. À mon avis, nous devenons la ligne de front dans l'Arctique. Nous devenons de plus en plus dépendants et devenons des intermédiaires. C'est dangereux, car notre capacité à éviter la guerre, à agir rationnellement et à poursuivre nos propres intérêts nationaux et notre sécurité sera réduite. Mais encore une fois, de mon point de vue, être pro-européen signifie diversifier ses connexions économiques. Cela signifie prendre la responsabilité de sa propre sécurité et assurer de bonnes relations avec ses voisins. Lorsque c'est nécessaire, cela signifie également trouver un statut neutre. Par exemple, en Norvège, nous ne voulions pas des Américains et des Britanniques dans notre Grand Nord dans la région arctique, parce que nous savions que cela provoquerait les Russes. Nous voulons être de bons amis avec les Américains, mais de bons voisins avec les Russes. Tout cela est maintenant hors de question. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi cela est qualifié de patriotique ou de pro-européen. Cela détruit le continent. Nous avons un concept que nous appelons pro-européen, mais nous le remplissons de non-sens. Good against We have a evil. concept, we call it pro-European, we fill it with Yeah, nonsense. good against evil. And this is why, you know, the Oui, le bien contre le mal. C'est pourquoi les pays scandinaves, en particulier la Finlande, ont joué un rôle si intelligent pendant la guerre froide. Urho Kekkonen a réussi à tirer parti du discours de neutralité de la Finlande, qui était complètement différent des autres neutralités en Occident. Les propagandistes occidentaux l'ont même appelé la finlandisation, mais la Finlande a très bien joué ce rôle. Elle n'a pas été aspirée dans le pacte de Varsovie. Elle avait beaucoup plus de marge de manœuvre parce qu'elle s'assurait constamment de fournir une sécurité à la Russie, non pas en menaçant l'Occident, mais en étant une zone tampon. De cette manière, elle a même pu contribuer au processus de la CSCE. To contribute even to the CSCE process, very importantly. Most people forget that there is... Très important. La plupart des gens oublient que la CSCE était une idée russe, mais elle a été vendue à l'Ouest par l'intermédiaire de la Finlande, qui l'a effectivement proposée. 5 ans plus tard, vous avez cette grande conférence, qui est le point culminant de la détente. Actuellement, toute cette réflexion est mise de côté. Même les Suisses sont maintenant fermement dans le camp de dire « D'accord, organisons une conférence de paix sans l'un des deux belligérants ». Ils le considèrent comme un processus, cependant, pour leur défense. Ils croient que peut-être quelque chose en sortira. Essayons. Mais la base est cette formule de paix, qui est tout sauf une formule de paix. C'est en fait une demande de capitulation russe, ce qui, si vous y réfléchissez rationnellement, n'arrivera pas. Will not happen. So,
Eh bien, de temps en temps, nous organisons ces sommets de paix et n'invitons pas la Russie, une des parties du conflit. Comme le disent toujours les Ukrainiens, c'est pour mobiliser le soutien international contre la Russie et la demande et la capitulation totale de la Russie. Donc, ce n'est pas une conférence de paix. Nous inventons de nouveaux mots. C'est plus amusant dans ce pays parce que nous avons une politique contre les bases étrangères sur notre sol. Mais nous donnons maintenant 8 ou 12 bases aux Américains. Nous ne les appelons pas des bases, nous les appelons des zones distinctives. Ces zones sont sous la pleine souveraineté et juridiction légale de l'Amérique, et ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas accès, c'est pour leur armée. Donc par définition, ce sont des bases militaires. Mais nous ne pouvons pas les appeler ainsi parce que nous devrions alors débattre de savoir si c'est une bonne idée. Alors vous savez, nous inventons de nouveaux mots. La situation en Finlande est également assez extraordinaire, car ils ont été une véritable success story en matière de neutralité. Chaque fois qu'il y a des conférences de paix ou des réunions de grands dirigeants, où vont-ils? Ils vont à Helsinki ou à Genève. Mais la Suisse et la Finlande ne sont plus des États neutres. Donc les Russes ne veulent même plus qu'ils accueillent ces événements. Maintenant, nous devrons aller dans le monde arabe, en Amérique latine ou en Asie, ailleurs. Parce que la neutralité des Européens, qui était une force clé, est maintenant perçue comme une faiblesse. Les gens disent que vous ne pouvez pas être neutre face au mal. C'est une autre conséquence du récit du bien contre le mal. Sans neutralité, nous faisons maintenant partie de cela. Ce qui a changé, c'est que les neutres ont compris depuis longtemps, en particulier Urho Kekkonen en Finlande, mais aussi Kreisky en Autriche et une bonne partie des Suisses. Ils ont compris qu'être assailli et attaqué comme immoral par l'Occident fait partie de ce que c'est. Vous êtes attaqué par tout le monde. Vous tenez bon, mais vous faites ce qui est dans l'intérêt du pays. Ce qui, à ce stade, n'est pas d'entrer dans un camp ou l'autre. C'est de jouer votre rôle d'acteur indépendant, avec eux, entre eux, et ainsi de suite. Au cours des 30 dernières années, nous avons perdu cela, parce que ce moment unipolaire nous a vraiment donné un coup de pied très fort. Au point où beaucoup d'Européens croient que nous devons être du bon côté de l'histoire, n'est-ce pas? Ce slogan est tellement répandu. Alors, nous choisissons tous, et puis régulièrement, nous choisissons le mauvais côté. Oui. Oui, mais le moment unipolaire, ce qui nous rend si engagés, ce n'est pas que nous soyons hypocrites et que nous utilisions simplement de la propagande en l'inventant de nulle part. Il a une fondation très puissante. Cette fondation repose sur les idéaux libéraux qui suggèrent que nous pouvons réellement transformer le monde. Beaucoup de cela vient d'une bonne intention. L'idée est que si vous avez l'hégémonie, vous pouvez élever le rôle de la démocratie et des droits de l'homme dans le système international. Nous pouvons transcender l'anarchie internationale et créer un pont entre le monde chaotique d'aujourd'hui et un avenir plus utopique. C'est en quelque sorte ainsi que nous manipulons peut-être l'idée de Kant de la paix perpétuelle. C'est une idée très puissante après la guerre froide. La paix démocratique rendra le monde meilleur, plus démocratique et plus libéral. Nous nous entendrons tous beaucoup mieux. C'est la fin de l'histoire de Francis Fukuyama de 1989. L'idée est que tant qu'il y a une hégémonie occidentale, nous nous dirigeons vers un monde basé sur une paix perpétuelle. Il est important de comprendre que lorsque nous voyons notre hégémonie décliner, il ne s'agit pas seulement de partager le pouvoir. Nous devons accepter que des pays comme le Japon, la Chine, la Russie et même l'Iran sont désormais de grandes puissances. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur leur défaite. Au lieu de cela, nous devons trouver un moyen d'harmoniser nos intérêts, similaire au système westphalien où nous équilibrons nos intérêts. Cependant, nous ne le faisons souvent pas parce que cela sape notre projet entier.
do this because that undermines the whole project we have. We're going to have a new Pax Romana, a new Nous allons avoir une nouvelle Pax Romana, une nouvelle Pax Americana, une paix perpétuelle. Ce sera un système international entièrement nouveau. C'est un projet énorme et ces politiciens sentent qu'ils le portent sur leurs épaules, presque comme des sauveurs. Ils se voient comme vraiment, vraiment bons. S'ils font la paix avec leurs principaux adversaires, ils croient qu'ils détruisent tout ce projet. C'est le problème de la paix perpétuelle. Elle légitime la guerre perpétuelle. Si vous pouvez mettre fin à ce monde horrible et problématique et en créer un nouveau en battant votre adversaire, alors cela vaut la peine d'essayer de faire tomber les Russes. Peut-être même un deuxième round avec la Chine. C'est une proposition psychotique, mais c'est là où nous allons. C'est la même chose encore et encore. Vous pourriez appeler cette version le fardeau de l'Occident. C'est comme dire « Oh non, nous devons faire cela pour le bien global », tout en démolissant tout ce que vous avez construit. La paix même que vous proclamez sauver est exactement ce que vous soutenez ensuite ouvertement détruire avec des armes. Stoltenberg dit que les armes sont le chemin vers la paix. Chaque fois que vous entendez ce genre de slogan, cela devrait vous faire penser que quelque chose ne va vraiment pas. Toute cette idée que les démocraties ne se battent pas entre elles et que les démocraties sont le chemin vers une paix perpétuelle est erronée depuis le début. Et même si nous remontons à la Seconde Guerre mondiale, je continue de dire aux gens, les gars, regardez le Japon, s'il vous plaît. Le Japon est l'exception qui ne correspond vraiment pas. Mais d'accord, l'Italie et l'Allemagne, convenons qu'elles étaient des dictatures fascistes horribles. Mais l'Union soviétique l'était aussi. Et le Japon, entre 1931 et 1945, a eu 13 gouvernements en 15 ans. En gros, tous les 14 à 15 mois, un autre gouvernement s'effondrait. Hideki Tojo a été au pouvoir pendant 2 ans. Ce n'était pas un leadership fasciste. Ils ont eu des élections parlementaires en 1942, et ces élections ne se sont pas déroulées comme le gouvernement central le souhaitait. Le Japon n'était pas une bonne démocratie, mais il fonctionnait selon des principes plus démocratiques. Le problème avec le Japon était que le pouvoir n'était pas centralisé. L'armée et la marine pouvaient entraîner le gouvernement central dans des guerres à gauche et à droite. La chose étonnante que nous devrions apprendre est qu'ils ont pu capituler en 1945. La capitulation est très difficile, car il faut s'aligner et réparer les dégâts que l'on a causés auparavant en se mettant dans une impasse. Je ne sais pas s'il y a une question dans ce que je viens de dire. C'est juste que, eh bien, c'est la chose amusante avec. Propagande. En fait, John Mearsheimer a écrit un article et un livre intitulé « Pourquoi les dirigeants mentent? La vérité sur le mensonge en politique internationale ». De mon point de vue, il a emprunté de nombreuses idées à la littérature antérieure sur la propagande, remontant à 100 ans. Il était largement reconnu que les démocraties deviennent souvent plus dépendantes de la propagande. Si vous allez transférer la souveraineté du chef de l'État au peuple, il y a évidemment plus de pression pour contrôler le public. Les principaux spécialistes de la propagande, comme Edward Bernays et Walter Lippmann, ont tous reconnu que les démocraties auraient un plus grand besoin de contrôler le public parce que c'est là que réside la souveraineté. Je veux juste commenter le cliché selon lequel le pouvoir corrompt. On voit souvent cela à chaque fois qu'il y a une idéologie de transcender le système international, comme avec la paix libérale ou la paix démocratique. Le problème est que c'est toujours lié à une entité de pouvoir. On voit cela avec tout l'internationalisme idéaliste. Par exemple, pendant la Révolution française, il y avait l'idée d'atteindre la paix perpétuelle. Cependant, cela ne s'est pas manifesté.
Ils ont déclaré qu'ils apporteraient la liberté à tout peuple du monde qui n'était pas libre. Mais soudainement, ils se sont retrouvés avec un empereur. Comment cela s'est-il produit? Et vous aviez la même chose avec les soviétiques. Eux aussi voulaient transcender le système. Au début, ils affirmaient qu'ils n'interféreraient pas avec d'autres États et qu'ils n'avaient pas besoin de politique étrangère. Mais peu de temps après, ils ont déclaré qu'ils libéreraient les peuples du monde. Vous ne pouvez pas dissocier cela du pouvoir. C'est pourquoi vous voyez des contradictions internes se développer en Occident. Nous ressentons le besoin de sauver la seule démocratie possible, la meilleure démocratie libre du Moyen-Orient, Israël. Oui. Donc, nous devons soutenir un génocide. Nous ne pouvons pas rivaliser correctement avec les Chinois sur le plan économique. Alors maintenant, nous devons militariser cette compétition. Et avec la Russie, les mensonges que nous avons racontés sur l'Ukraine sont tellement exagérés. Je pense que beaucoup d'entre eux vont commencer à sortir de plus en plus maintenant. Toute l'idée de paix perpétuelle ou d'un système de sécurité est de trouver des moyens de résoudre les différends sans recourir à la force. Mais maintenant, la force est toujours le premier outil dans la boîte à outils. Nous n'essayons jamais d'harmoniser les politiques. Nous ne faisons même pas de diplomatie. Vous avez mentionné les guerres de Stoltenberg, en plagiant presque Orwell en disant que les armes sont le chemin vers la paix. Pourquoi aucun dirigeant n'a-t-il pris la peine de s'asseoir avec les Russes depuis plus de 2 ans? Nous n'avons pas à leur céder quoi que ce soit, mais nous devrions au moins nous asseoir et discuter. Chaque fois que nous sommes dans la même pièce, comme lors d'une réunion de l'OSCE, dès que les Russes vont parler, les Européens et les Américains se lèvent et sortent. C'est tellement enfantin. C'est enfantin. Mais c'est ce que vous voyez lorsque vous créez un idéal universel qui est censé sauver l'humanité et transcender les conflits, puis que vous le liez à notre hégémonie. Maintenant, vous allez voir ces idéaux de paix, qui sont de bonnes valeurs, être utilisés comme des armes pour s'attaquer à d'autres pays. C'est ce que nous faisons. Nous créons de nouvelles guerres. Nous n'intervenons pas dans les affaires intérieures des autres pays. Nous faisons la promotion de la démocratie. Nous n'envahissons pas les gouvernements. Nous avons des interventions humanitaires. Nous ne renversons pas les gouvernements. Nous soutenons les révolutions démocratiques. C'est aussi orwellien que possible. Nous inventons simplement de nouveaux mots et les remplissons de contenus ridicules. Et personne ne peut le critiquer parce que qui est contre une révolution démocratique ou l'humanitarisme? Donc c'est du slogan. Ce n'est pas un débat et ce n'est pas une politique étrangère. Je me demande comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Ce qui est intéressant dans une société démocratique libérale, fondée sur la confiance et les bases de la liberté d'expression, c'est que nous ne devrions pas en arriver là, n'est-ce pas? Nous devrions nous maintenir dans un espace discursif où les idées se concurrencent. En fin de compte, l'individu se fait sa propre opinion. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce à quoi cela mène. C'est vraiment déprimant. C'est très déprimant parce que cette idée ou cet expériment a commencé il y a 250 ans avec la Révolution américaine et la Révolution française. L'idée était de mettre en œuvre ces principes pour créer de bonnes sociétés. Mais nous voyons que cela ne mène pas à de bonnes sociétés. Cela conduit à des résultats très similaires à ceux lorsque les rois, les reines et dictateurs sont aux commandes. Déprimant. Depressing. Oui, mais c'est pourquoi, pour revenir à ce point, lorsque vous changez la signification des concepts, par exemple, les Américains avaient toujours, dans les premières années, cette idée de non-engagement. Ils croyaient qu'ils ne devaient pas s'impliquer dans des alliances militaires parce que cela transformerait le droit de faire la guerre en une responsabilité.
Ils étaient donc très opposés à cela. Mais ensuite, cela a été défini comme de l'isolationnisme. Auparavant, c'était en fait la neutralité américaine pendant 150 ans, en commençant par la politique de Washington. C'était une approche réaliste pour éviter d'être entraîné dans des conflits étrangers. Et cela a également tout le soutien des chercheurs réalistes. Comme le suggère Westphalie, les alliances en temps de guerre sont acceptables. Si une puissance essaie de dominer et de créer une hégémonie, alors les pays A et B coopéreront contre cet État. Mais la plupart des chercheurs réalistes reconnaissent que les alliances en temps de paix sont une idée horrible. Ils soutiennent que la solidarité des alliances, qui est maintenant considérée comme une vertu, doit souvent primer sur les intérêts nationaux. La plupart des chercheurs réalistes croient que les alliances en temps de paix sont très destructrices si l'on veut créer une architecture de sécurité pacifique. Donc, en prenant un exemple de ce pays par exemple, lorsque les Américains voulaient construire des systèmes de défense antimissiles pour saper les capacités de représailles nucléaires de la Russie, la Norvège était assez préoccupée. Le gouvernement et les médias disaient « Pourquoi ferions-nous cela ?» Non seulement la Norvège, mais aussi la France, l'Allemagne et de nombreux autres pays craignaient que cela ne déstabilise la sécurité en Europe. Ils se demandaient pourquoi le bloc fondamental de la sécurité devrait être démantelé. Ensuite, Wikileaks a publié des rapports sur l'ambassadeur américain en Norvège. Il a souligné qu'ils essayaient de persuader les Norvégiens de ne pas s'opposer à la défense antimissile. La principale stratégie était de le présenter comme une solidarité d'alliance, parce que la sécurité de la Norvège repose sur son partenariat avec l'OTAN. C'est tout. Donc si vous présentez cela comme une solidarité d'alliance, c'est un concept contre lequel vous ne pouvez pas aller. C'est une bonne chose. Quelques mois plus tard, un autre câble est venu de l'ambassadeur. Il disait qu'ils étaient maintenant impliqués avec des think tanks et des médias norvégiens, convainquant le gouvernement. Donc maintenant, il basculait pour être en faveur de la défense antimissile. Cela montre que tout ce que vous avez à faire est de tordre un concept comme les alliances en temps de paix, qui sont destructrices pour la paix régionale, et de le transformer en quelque chose de positif comme la solidarité d'alliance. Soudain, cela devient la chose morale à faire. Comme diraient les Américains, nous ne pouvons pas être isolationnistes. Nous devons être le policier du monde, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. La stratégie de l'Occident repose largement sur le contrôle du récit. Les Russes et les Chinois s'en soucient moins. Ils ont leur propre récit. Mais ils ne sont pas au même niveau de contrôle du récit que l'Occident. En Occident, tout ce qui se passe dans la guerre doit correspondre au bon récit. Tout est tourné pour vendre un récit d'une manière ou d'une autre. En ce moment, l'Occident essaie d'expliquer la défaite de l'Ukraine en disant que c'est parce que la Chine exporte trop de microchips vers la Russie. Ils prétendent que personne ne pouvait prévoir cela. Le récit doit constamment être ajusté pour garder le grand public à bord. Et ça marche. Ça marche. Oui, mais il y a aussi cette idée que nous devons dire que les Ukrainiens n'accepteront jamais la défaite ni ne se soumettront à la Russie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de négociations de paix. Ce sont des combattants courageux et chaque Ukrainien se battra jusqu'au bout. Je ne vais pas contester cela. L'armée ukrainienne compte de nombreux individus très courageux qui se battent pour leur pays. Ce n'est pas mon propos. Mon propos est que, pour solidifier ce récit, nous devons également ignorer que la plupart des réfugiés ukrainiens sont allés en Russie. Nous devons également ignorer qu'un grand nombre d'Ukrainiens sont maintenant en Europe et ne veulent pas retourner se battre pour Zelensky.
don't want to go back and fight for Zelensky, and we now have to Paulson some of Et maintenant, certains Européens de l'Est suggèrent que peut-être nous devons les expulser pour pouvoir remplir les tranchées avec des soldats frais. Il y a toutes ces vidéos qui montrent des hommes traînés dans la rue et sortis de leurs appartements pour être envoyés au front. C'est horrible, mais cela ne correspond pas au récit, donc nous devons le garder secret. Tout doit correspondre au récit, mais parfois on voit des contradictions. C'est la partie amusante chaque fois que nous parlons de la Russie. Elle est toujours présentée comme une menace écrasante qui nous consumera tous, mais aussi comme désespérément arriérée et incapable de faire quoi que ce soit correctement. Alors, ils viennent voler des machines à laver pour leurs puces, mais ils ont aussi ces horribles missiles hypersoniques. Ils ne peuvent pas prendre un village ukrainien, mais ils pourraient prendre toute l'Europe. Et mon préféré, c'est l'idée que la Russie n'oserait jamais attaquer l'Ukraine si elle faisait partie de l'OTAN. Mais nous devons aussi sauver l'Ukraine, parce que s'ils prennent l'Ukraine, ils envahiront l'OTAN ensuite. Il n'y a plus de bon sens. C'est juste du non-sens. Tant que ça sert le récit que la Russie est très très mauvaise, mais aussi arriérée. C'est assez intéressant parce que c'est en fait tiré d'une page de Victor Klemperer qui était un survivant juif de l'Holocauste. Il a écrit cela à propos de l'Allemagne hitlérienne où il a dit que le discours sur les Juifs avait toujours une double narration. D'une part, ils étaient dépeints comme des êtres méprisables, inférieurs, presque comme des cafards. Les gens étaient dégoûtés par leur supposée infériorité. Mais d'autre part, ils étaient également vus comme une énorme menace pour la civilisation elle-même, capable de détruire toute la civilisation occidentale. Il voulait les deux aspects. Cela est similaire à la façon dont nous voyons les Russes. Ils sont dépeints comme des gens se battant avec des pelles, tous ivres et violents, mais aussi comme un énorme Goliath qui peut nous avaler tous si nous ne restons pas vigilants. Je vais terminer par quelque chose de très polémique. À tous ceux qui écoutent, bien sûr, ne me prenez pas au sérieux, mais chaque fois que quelque chose vient d'Europe et commence par un A, n'y allez pas. Je m'arrêterai là. Glenn Diesen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et votre analyse. J'apprécie beaucoup d'entendre des perspectives sensées. Merci. Oui, ça n'arrive pas souvent ces jours-ci, malheureusement. Mais c'est bon de te revoir, Pascal. Oh, tout le monde. Glenn Diesen a une chaîne YouTube. Si vous voulez plus de contenu de Glenn Diesen, c'est Glenn Diesen. Le lien sera ci-dessous. Il offre beaucoup de bonnes analyses. Alors, merci pour ça. Thanks for that.